Merci beaucoup Stéphanie pour la présentation. Merci Hervé pour la modération. Merci à tous d'être présents. Donc classiquement, je vais remercier le comité scientifique de la SFAR de m'avoir invité, ou moins que d'habitude, où c'est vrai que j'ai plus l'habitude de parler sur des thématiques PKPD et qui sont... voilà. Donc vous verrez qu'il y a quand même sur ce versant interaction médicamenteuse, on va dire un biais de pharmacologue, pharmacocinéticien. Et je me suis posé la question, finalement, qu'est-ce que j'allais vous apporter, qu'est-ce que j'allais pouvoir vous dire sur les interactions médicamenteuses, qui n'est peut-être pas des antibiotiques en réanimation, qui n'est peut-être pas la chose à laquelle je pense tout de suite, au vu de la variabilité PKPD qu'on connaît, de la variabilité pharmacocinétique dont on parle, avec des modifications d'exposition très importantes, potentiellement de la toxicité. On a parlé de la neurotox, donc essayer de voir comment ça se gérait. Donc ce qui est sûr, c'est que je me trompe, mes liens d'intérêt au moins partiellement, je reviendrai sur les définitions d'une interaction médicamenteuse juste après, c'est que quand même, quand on regarde la littérature, donc là, on est dans une publication au niveau des Pays-Bas où ils ont récupéré le logiciel de pharmacie de 13 réanimations au niveau du territoire. Il y a à peu près 1000 patients qui ont été inclus dans cette étude, hein, donc c'est réalisé directement par le logiciel. Et on a donc une interaction médicamenteuse dite cliniquement significative, donc avec un impact potentiel clinique, chez 38% des patients, vous voyez, avec de 1 à plus de 6 interactions médicamenteuses potentielles. Et là-dessus, si on regarde le tableau, on va retrouver des agents qui vont nous intéresser, principalement des prolongateurs, des agents qui vont prolonger le QT, comme vous le voyez. On voit une place pour les macrolides, un petit peu les bêta-lactamines et certains inhibiteurs des cytochromes P450 auxquels on pense tout de suite quand on est au niveau des interactions médicamenteuses, et on va voir qu'on en retrouve au niveau de ces antibiotiques. Les définitions pour qu'on soit tous d'accord. C'est quoi une interaction médicamenteuse, ou donc DDI ou drug-drug interaction en anglais? C'est la modification de l'effet d'un médicament résultant de la co-administration avec un autre médicament. Ça va avoir un impact sur le versant efficacité pharmacodynamique, donc une augmentation ou une diminution de son effet thérapeutique, chose qu'on voit bien, ou une potentialisation des effets indésirables. Donc on va avoir un côté plutôt tox, plutôt efficacité ou inefficacité. Deux choses à prendre en compte et on en parlera après, c'est qu'on peut avoir des interactions médicamenteuses dites pharmacodynamiques, qui vont agir au niveau du mécanisme d'action du médicament sur le versant récepteur ou mécanisme biologique. Et dans le versant pharmacodynamique, on va avoir efficacité d'un côté, toxicité de l'autre. On peut avoir des mécanismes pharmacodynamiques sur la toxicité. Et ensuite, il y a celle dont on parle le plus souvent, c'est les interactions médicamenteuses dites pharmacocinétiques. Ça va amener à une modification de la pharmacocinétique d'un autre médicament. Et ce qui nous vient bien sûr à jour, c'est les modifications du métabolisme, l'induction ou l'inhibition des cytochromes P450. Il y a aussi, je l'ai mis en italique parce que sur un versant pharmacologique, ce n'est pas en tant que tel une interaction médicamenteuse, mais néanmoins, on va avoir des variations de réponse au traitement. C'est les problématiques d'incompatibilité physico-chimique que vous connaissez bien et que vous travaillez souvent de manière très proche avec vos pharmaciens cliniciens. Donc, si on remet ça dans le contexte qu'on connaît bien, d'interaction médicamenteuse, antibiothérapie et patients de soins critiques. Vous connaissez ça pour une dose administrée. Vous avez des patients pour lesquels il y a des facteurs de variabilité importants, on ne va pas revenir dessus aujourd'hui, des concentrations sériques qui vont varier. L'antibiotique va ensuite se distribuer dans l'organisme. On va avoir des variations au niveau du site de l'infection, une variation de l'effet bactéricide, c'est toute la variabilité de la PKPD dont on parle dans le topo. Mais le médicament va aussi se distribuer dans d'autres tissus, des tissus off-target, sur lesquels ça sera pas au niveau du lieu de l'infection. Et c'est là où on va avoir principalement les effets toxiques. Donc ça peut être au niveau neuro, pour la neurotoxicité, au niveau rénal ou au niveau cardiaque, par exemple. Eh bien, les interactions médicamenteuses pharmacocinétiques vont se rajouter à cette variabilité pharmacocinétique qu'on sait déjà. Et donc, on va avoir, pour une dose administrée, des concentrations qui vont bouger. C'est à cet endroit-là, en fait, où on va avoir un ajout dans les facteurs de variabilité entre la dose et la concentration, et donc derrière, potentiellement, efficacité, inefficacité ou toxicité. Néanmoins, c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui vient de manière assez naturelle quand on parle, en tout cas, des antibiotiques qu'on a l'habitude de traiter et de discuter ici. Ça, c'est un cours, c'est mon cours de PK,
Et vous avez la variabilité pharmacocinétique, c'est-à-dire que quand on donne à un patient un médicament, en fonction des étapes d'absorption, de distribution, de métabolisme et d'élimination, on va avoir potentiellement des facteurs de variabilité endogènes, etc. Ben, si on regarde, je l'ai récupéré, les interactions médicamenteuses, donc DDI, où c'est qu'on les voit? Ben, on les voit sur deux phases principales de la pharmacocinétique, qui sont l'absorption et le métabolisme. Okay, alors que la majorité des antibiotiques dont on parle et que vous allez utiliser en réanimation, on pourra en reparler, ils sont administrés par voie intraveineuse, donc toutes les interactions médicamenteuses de l'absorption, on les oublie. Et ce sont des médicaments qui sont hydrophiles. Ce sont des médicaments qui sont peu métabolisés, qui vont être éliminés sous forme inchangée par les urines. C'est pour ça qu'il y a les problèmes d'hyperclérance, d'insuffisance rénale. Mais ils sont très peu métabolisés. Donc c'est vrai que naturellement, pour les molécules dont on parle, principalement les bêta-lactamines, la vancomycine, les aminosides, ce n'est pas quelque chose auquel on pense parce que vraiment, les deux étapes principales des interactions médicamenteuses, elles sont là. On va voir quand même qu'il y a certains antibiotiques qui peuvent quand même nous poser des problèmes. Donc ensuite, il y a le versant pharmacodynamique. Donc là, on le met plutôt sur la droite de mon schéma. Donc il y a la relation pharmacocinétique-pharmacodynamique. J'ai fait le choix, et vous le comprendrez, de ne pas prendre en compte les interactions médicamenteuses pharmacodynamiques en lien avec l'efficacité d'un traitement. Je ne suis pas là pour vous parler d'association d'antibiotiques. Ça serait plutôt la place d'un bactériologiste ou d'un infectiologue. Je ne vais pas aller travailler sur ce versant vraiment microbiologique. Par contre, et on va le voir, les interactions médicamenteuses pharmacodynamiques vont avoir un impact important sur le versant gestion des effets indésirables par rapport à une potentialisation des effets indésirables. On a vu avec les deux précédents topos que le côté toxicité, effet indésirable, prolongation du traitement était quelque chose d'important. Et donc là, on va avoir un impact de ces interactions médicamenteuses. Donc pour faire un peu la colonne vertébrale, la structure de mon topo, je me suis servi de cette publication. Donc là, on est en Allemagne. Donc c'est des interventions sur une quinzaine d'années. Donc pareil, toujours avec les logiciels. Des interventions donc, pharmaceutiques qui ont été faites par des pharmaciens cliniciens. Et donc, sur une quinzaine d'années, donc, il y a à peu près 16 000 interventions, 1800 sur des interactions médicamenteuses, 756 sur des interactions médicamenteuses avec les anti-infectieux. Ils ont gardé que les binaires et surtout quelque chose d'assez intéressant, ils n'ont gardé que celles qui étaient cliniquement impactantes, puisque vous êtes quand même dans des patients où il y a une surveillance qui est de toutes les minutes. Donc c'est vrai qu'il ne va pas avoir le même impact de certaines interactions médicamenteuses qu'on pourra avoir sur des patients chroniques ou qui sont à la maison, ou ce genre de choses. Donc c'est quelque chose d'assez important. Et donc ils retrouvent à peu près 65 interactions médicamenteuses différentes avec les antibiotiques anti-infectieux, parce que vous voyez qu'il y a les antifongiques et j'en parlerai, qui sont là. La première chose qu'on retrouve, c'est que les molécules dont je vous parlais, avec ces caractéristiques hydrophiles, on les retrouve peu. Pénicilline, céphalosporine, carbapénème, donc les bêta-lactamines, les glycopeptides, les aminosides ne sont pas présents. Donc finalement, les molécules dont moi j'ai l'habitude de vous parler classiquement, sur lesquelles on a la variabilité pharmacocinétique, sont moins présentes sur ces études d'interaction médicamenteuse de par leurs propriétés pharmacocinétiques. Et on va se retrouver plus avec des molécules métabolisées, des molécules lipophiles, comme par exemple les macrolides, le linésolide ou ce genre de molécules. Donc on va regarder maintenant un petit peu plus en détail et essayer de discuter justement de ces interactions médicamenteuses et pourrez me dire après justement quelle est pour vous la pertinence au niveau clinique. Alors le premier, là aussi on peut parler de pertinence clinique parce que c'est sur la ceftriaxone. Je ne suis pas sûr que ce soit une molécule que vous utilisez encore, beaucoup en réanimation, on peut en discuter. Là, on était sur une population de réanimation. Il y a une précipitation avec le calcium, donc à faire attention, ça au niveau de l'administration. Donc là, on est sur ce que je vous disais, ce qui n'est pour moi pas vraiment une interaction médicamenteuse, c'est une incompatibilité physico-chimique. Néanmoins, un cas d'injection, ça peut ne pas se voir, on va dire, au niveau visuel. Et derrière, comme c'est une molécule qui est éliminée à la fois par voie rénale et par voie biliaire, de provoquer des lithiases, donc avec un impact clinique important, donc une surveillance à avoir. Autre interaction médicamenteuse, c'est celle qui est connue avec les carbapénèmes et l'acide valproïque. Là aussi, acide valproïque en réanimation, je ne pense pas que ce soit non plus la molécule que vous utilisez le plus. Néanmoins, on peut avoir des patients traités sur lesquels vous avez ce genre de cas. C'est une interaction médicamenteuse pharmacocinétique un peu particulière, c'est-à-dire que l'acide valproïque, dans son métabolisme, va être glucurono-conjugué en acide valproïque glucuronide que vous avez sur la droite. Et il va être hydrolysé dans un équilibre dans un deuxième temps pour redevenir de l'acide valproïque.
Et les carbapénèmes, finalement, vont inhiber cette voie d'hydrolyse où on va avoir une reformation d'acide valproïque à partir de son métabolite glucurono-conjugué. Et donc, c'est ce qu'on peut observer dans cette étude rétrospective sur les 160 patients de réanimation, où on voit bien une diminution des concentrations d'acide valproïque après administration de carbapénème, avec principalement un impact de l'ertapénème et du méropénème sur les concentrations d'acide valproïque. Donc, si on co-administre ces médicaments, on va avoir une diminution de la concentration d'acide valproïque et une augmentation importante des convulsions qui a été remarquée, avec comme facteur de risque l'âge, le fait d'avoir déjà un traitement antiépileptique et le fait d'avoir des concentrations d'acide valproïque qui diminuent. Après, il y a un suivi facile, c'est faire du TDM de l'acide valproïque, c'est faire des dosages d'acide valproïque, adapter les doses en fonction, et faire très attention par contre que si on augmente les doses au moment de l'arrêt du traitement par carbapénème, qui peut a priori durer moins longtemps que celui d'acide valproïque, il va falloir réadapter les posologies pour là ne pas avoir un surdosage. Ensuite, on a les fluoroquinolones. Donc les fluoroquinolones ont une place importante dans cette étude et de manière générale. Et là, on est vraiment sur le côté pharmacodynamie, potentialisation des effets indésirables. Ce n'est pas pharmacocinétique, c'est juste que les fluoroquinolones, comme beaucoup des médicaments, vont allonger le QTC. Et donc, on va avoir une potentialisation de cet effet indésirable. Donc, c'est des effets indésirables que vous connaissez. Donc, c'est le cas pour l'ensemble des fluoroquinolones, où on va avoir un monitoring du QTC à réaliser, par exemple avec l'amiodarone, l'amirtazapine ou d'autres médicaments. Donc là, on va vraiment être sur une surveillance qui va devoir être réalisée en cas de co-administration. Dans ce cadre-là, on a aussi une surveillance qui peut être faite en fonction de certaines avec les statines, de vérifier aussi tout ce qui est au niveau CPK pour ces problématiques. Et au niveau de la théophiline, qui a aussi un impact sur le QT, on peut réaliser un suivi thérapeutique de la théophiline, justement, pour vérifier qu'on est dans des valeurs qui soient correctes, pour ne pas trop avoir de potentialisation de cet effet indésirable. Ensuite, la deuxième classe médicamenteuse au niveau antibiotique qu'on retrouve de manière importante, c'est les macrolides. Les macrolides, on a les deux aspects. On a l'aspect pharmacocinétique, parce que la clarithromycine et l'érythromycine, qu'on verra juste après, sont des inhibiteurs du cytochrome P450 3 à 4. Donc on va avoir une inhibition enzymatique, une augmentation des concentrations des médicaments co-administrés. Qu'est-ce qu'on va faire ? Potentiellement, on va faire un switch. Principalement, ce qui est recommandé, si c'est possible, on peut switcher sur de l'azithromycine qui, elle, n'a pas ces propriétés d'inhibition enzymatique. Et sinon, soit on va enlever le traitement concomitant, surveiller, par exemple, les CPK s'il s'agit de statines. Et si on est sur des médicaments index thérapeutique étroit, comme les immunosuppresseurs, cyclosporine, tacrolimus, à ce moment-là, on va faire un suivi thérapeutique pharmacologique encore plus resserré de ces molécules pour adapter les posologies. Je vous le disais, les macrolides, il y a aussi le côté pharmacodynamie et toxicité. Pareil que ce qu'on a vu tout à l'heure, une potentialisation des effets indésirables, principalement avec un allègement du QT, si on a une co-administration avec les autres molécules qu'on a vues précédemment, qui elles aussi vont avoir un allongement du QT, amiodarone, théophiline et bien sûr les fluoroquinolones qu'on a vus juste avant. Concernant l'érythromycine, c'est la même chose que ce qu'on a vu juste avant pour la clarithromycine. Je ne rentrerai pas dans les détails. Elle a à la fois des propriétés d'inhibition du 3 à 4 et une potentialisation de l'allongement du QTC. Ensuite, on arrive à 3 molécules d'intérêt. L'adaptomycine. Donc l'adaptomycine, vous savez, elle a comme toxicité une élévation des CPK, donc avec potentiellement des problématiques de myalgie. C'est un effet indésirable qui est connu, c'est un suivi qui est fait. Donc si on va co-administrer l'adaptomycine avec un autre médicament qui a cette même toxicité, on va avoir une potentialisation des effets. Donc on va pouvoir monitorer les CPK. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, que vous ne savez peut-être pas parce qu'on en parle moins, c'est qu'on peut recommander un suivi thérapeutique pharmacologique, donc des dosages d'adaptomycine, pour la tox principalement, puisqu'en fait, vous avez cette étude qui date un peu, mais en fait qui provient sur les données de développement du médicament, donc la phase 3,
pour lequel il y avait une corrélation très claire entre la concentration résiduelle et l'augmentation des CPK avec un seuil de 24,3 microgrammes par ml en résiduel. Donc nous, on recommande d'avoir une concentration résiduelle de daptomycine inférieure à 25 microgrammes par ml pour justement prévenir cette augmentation des CPK qui sera encore plus importante si on va avoir une co-administration d'un autre médicament qui a la même toxicité. Donc, la daptomycine est une molécule éliminée sur main changée dans les urines, donc les populations à risque vont être les patients insuffisants rénaux aussi, et aussi les patients obèses, parce que c'est une molécule plutôt hydrophile, et comme la posologie est en milligrammes par kilo, si on va prendre le poids réel du patient, on risque aussi d'avoir une surexposition. Donc là, le suivi thérapeutique, qui n'est pas recommandé chez tous les patients dans tous les contextes, peut avoir son intérêt. Enfin, rapidement, le linezolide. Le linezolide a été développé à la base comme étant un antidépresseur. C'est un inhibiteur de la monoamine oxydase. Ensuite, il a été utilisé pour ses propriétés anti-infectieuses. Mais néanmoins, si on va le co-administrer avec un autre inhibiteur de la un IMAO antidépresseur, on va avoir une potentialisation du syndrome sérotoninergique qui va donc être à surveiller. On arrive maintenant dans nos gold standards. La rifampicine, pas une molécule, on va dire, de première... Enfin, voilà, après, vous avez des patients principalement pour la tuberculose, mais on n'est pas dans l'infection ostéo-articulaire ici. Néanmoins, la rifampicine, vous le savez, c'est un inducteur très puissant de toutes les enzymes du métabolisme. Donc, bien sûr, elle va avoir une induction enzymatique, une diminution de l'exposition des autres médicaments de manière très puissante. C'est-à-dire qu'on va avoir des aires sous la courbe qui vont diminuer par 10, d'accord, largement. Donc là, les interactions qu'ils avaient retrouvées dans cette étude, il y avait bien sûr la cyclosporine, pour lequel on va faire un suivi thérapeutique, clopidogrel, simvastatine et le ticagrelor. Donc en fonction, on va pouvoir soit adapter les doses, soit avoir des alternatives qui ne passent pas par les cytochromes. Mais enfin, quand on a la rifampicine en face de soi, c'est quand même compliqué, parce que pour le coup, on a une induction enzymatique. Vous la voyez là, elle va avoir une induction sur presque tous les cytochromes, avec le plus sur le 3 à 4, que vous voyez au milieu, sachant que c'est quand même l'enzyme du métabolisme d'à peu près 80% des médicaments. Et avec, vous voyez, donc là, vous avez par exemple sivamstatine et atorvastatine, des impacts très importants sur la diminution de l'AUC. Et comme pour toute induction enzymatique, vous avez un impact qui est encore plus important quand on est en voie orale. Où on va dire que comme vous allez utiliser souvent de la voie IV, finalement, ça va diminuer souvent l'induction enzymatique. Par exemple, c'est le cas de rifampicine avec la clindamycine, parce que quand on a une administration par voie orale, en plus d'avoir le métabolisme qu'on connaît, on a aussi une induction du premier passage hépatique, c'est-à-dire le fait d'avoir déjà une métabolisation avant d'avoir le médicament qui arrive dans la circulation générale. Ensuite, alors, ce n'est pas des antibiotiques, mais on ne pouvait pas ne pas en parler. On va dire, là aussi, les antifongiques azolés. Donc là, il y a un warning, c'est connu. Ce sont des inhibiteurs enzymatiques très puissants, principalement du 3 à 4, mais aussi du 2C9 et du 2C19. Beaucoup d'informations sur ces données-là, avec deux molécules sur lesquelles on a le plus d'inhibition, le voriconazole et l'itraconazole. Donc là, on a beaucoup de données. Soit on va switcher, soit on va monitorer les CPK, si jamais on est sur, par exemple, les statines, soit on va faire du suivi thérapeutique pharmacologique des autres molécules. C'est par exemple le cas des immunosuppresseurs. Les immunosuppresseurs, on a beaucoup de données qui ont été décrites sur cette interaction. On peut même, et c'est ce qu'on propose, nous, en routine, aller anticiper, l'adaptation, ne pas attendre d'avoir les dosages, bien sûr, pour aller réaugmenter diminuer la posologie. On a quand même des données très puissantes sur l'ensemble des molécules, donc voriconazole, posaconazole, isavuconazole, itraconazole et fluconazole, et sur quel va être un peu, on va dire, l'impact au niveau AUC qu'on va avoir. Par exemple, pour le voriconazole, on sait que le tacrolimus est à peu près entre 1,5 à 4 fois une augmentation de l'AUC avec du tacrolimus. Et donc, on va recommander de faire une diminution de posologie entre 2 et 4 fois dès la mise en place. Et on peut avoir ces informations. Et vous voyez que principalement, les immunosuppresseurs qui sont le plus impactés, c'est le tacrolimus et le sirolimus, puisque c'est eux qui ont le métabolisme qui est le plus dépendant du 3 à 4. Donc, pour conclure, on a quand même identifié de nombreuses interactions médicamenteuses en lien avec les antibiotiques. Ce qui m'a marqué finalement plus, c'est qu'on était principalement dans des problématiques de toxicité.
et principalement sur le versant pharmacodynamique, on l'a vu, et je pense que ça peut être mis directement en lien avec les topos qu'on a eu précédemment sur la durée d'antibiothérapie, sur les problématiques de toxicité qu'on peut avoir, finalement sur du stewardship. Donc c'est quelque chose qui va se rajouter. Finalement, on n'avait pas trop d'exemples avec des diminutions d'exposition, potentiellement une inefficacité, dont on parle beaucoup quand on fait de la PKPD, de la variabilité pharmacocinétique. Et donc ça va nécessiter d'aller monitorer. Donc il y a les dosages, on en a parlé, donc allez voir votre laboratoire de pharmacologie. Je vous engage aussi peut-être à prendre contact dans certains cas avec le centre régional de pharmacovigilance. Alors vous êtes en réanimation, tout doit aller vite, etc. Mais peut-être pour des protocoles ou pour des cas qui vont se répéter, c'est eux qui ont la meilleure expertise finalement sur le côté potentialisation de la toxicité, interaction médicamenteuse au niveau pharmacodynamique. Bon, bien sûr, le côté multidisciplinaire, on le connaît. Vous, les réanimateurs, les pharmacologues et au milieu, bien sûr, les pharmaciens cliniciens qui sont souvent les premières personnes qui vont pouvoir agir sur ce type de problématique. Je vous remercie.